sexualité, on parle d'addiction sexuelle, de compulsion sexuelle, d'hypersexualité, de troubles du contrôle des impulsions, d'excitation hors de contrôle. Il est parfois difficile de faire la différence entre tous ces termes. Moi, j'ai pensé qu'aujourd'hui, c'était peut-être important, avec le petit temps qui nous était imparti, de vous donner des éléments pour faire la distinction entre un désir sexuel important et une véritable addiction, parce que, y voir plus clair, c'est sûrement avoir des moyens pour mieux se soigner. La petite info supplémentaire qu'on peut donner quand même, c'est qu'il y a très peu de données épidémiaux, il n'y a pas de données en France et il n'y a pas d'études sur de grandes populations. Ce qu'on sait néanmoins, c'est que la prévalence, elle est plus élevée à la fin de l'adolescence et à l'âge adulte, que l'âge moyen c'est un peu plus de 18 ans et que la durée moyenne du trouble, elle est d'un peu plus de 12 ans, avec une entrée en traitement à l'âge de 37 ans en moyenne, ce qui est quand même assez tard, vous le voyez. C'est une addiction qui est classiquement prédominante chez les hommes, mais probablement que pour beaucoup de choses, comme pour beaucoup de choses autour de la sexualité, ce sont des chiffres qui sont sous-estimés. Probablement parce que c'est difficile de prendre conscience et de consulter pour ce sujet. On a souvent crainte des jugements de valeur moralisateurs et il y a pas mal de tabous sociaux, on l'a déjà pas mal évoqué hier après-midi. Et certainement que cette prise de conscience, elle est encore un peu plus difficile pour les femmes aussi. Sur la question de la forte libido ou de la dépendance sexuelle, moi je vous propose de regarder un petit peu mieux 3 critères qu'on peut essayer de retenir et qu'on peut essayer de repérer quand on rencontre les personnes en consulte. Le premier critère, c'est la capacité à résister à la pulsion sexuelle. Une personne qui va avoir un désir sexuel fort mais non pathologique peut résister et laisser tomber la pulsion sexuelle s'il y a des conséquences négatives qui ont été repérées. En revanche, en cas de dépendance, il est extrêmement difficile, voire impossible, de résister à la pulsion, même lorsque la personne a conscience des dégâts que son comportement peut générer. En critère numéro 2, on va regarder un petit peu le ressenti et l'attitude en cas de privation de sexe. La personne avec un désir fort, elle va naturellement être frustrée si elle n'a pas pu avoir son moment sexuel, mais ça va rester supportable. Ça ne va pas impacter nécessairement de façon majeure son attitude. En cas de dépendance, par contre, la personne va devenir peut-être irritable, il peut y avoir des angoisses, il peut y avoir un certain mal-être, un comportement agressif, etc., etc. En tout cas, des ressentis négatifs. Le critère numéro 3, ça va être de regarder d'un peu plus près le ressenti et l'état d'esprit après l'acte sexuel. La personne avec un désir fort non pathologique va ressentir une détente et un bien-être après le rapport. La personne dépendante, elle, va ressentir d'abord une détente. Il y a quand même un petit temps de soulagement et un peu positif, mais qui est très court. Rapidement, le mal-être va revenir. Et ça va souvent être associé à de la culpabilité d'avoir eu le comportement qui fait souffrir. Il peut y avoir aussi de l'autodévalorisation, de ne pas avoir su résister, de la honte, en tout cas des ressentis négatifs. La dépendance sexuelle, donc, elle est caractérisée par une fréquence excessive et croissante du comportement sexuel avec une perte de contrôle qui va persister en dépit des conséquences négatives et de la souffrance du sujet. Les conséquences négatives, elles peuvent être plurielles, psychiques, sociales, affectives, familiales, financières, tout ou partie de cette liste, plus d'autres éléments évidemment que vous imaginez. Ici, ce sur quoi on va faire attention, c'est vraiment aux mauvais repères. C'est pas la fréquence des rapports sexuels, c'est pas le nombre de partenaires, ce n'est pas le style de fantasme ou de pratique, ni l'utilisation de certains matériels érotico-pornographiques qui va être pathologique. Donc les critères moraux et notre propre vécu, notre projection, ici sont à bannir dans notre compréhension de la situation. Il faut aussi noter qu'il y a plusieurs types de dépendance sexuelle. On peut par exemple avoir une dépendance à la masturbation, donc une sexualité plutôt solitaire, une dépendance aux relations sexuelles avec un ou une partenaire stable, une dépendance aux relations avec des travailleurs du sexe, etc., etc. Il y a aussi plusieurs nuances de dépendance. Certaines personnes, par exemple, ont besoin de multiplier les conquêtes, ce qui va donc avoir plutôt affaire à une dépendance à la séduction et pas forcément à la sexualité. Ça marche plus. Une fois qu'on a un petit peu parlé de tout ça, j'avais envie de partager avec vous comment est-ce qu'on peut prendre en soin la dépendance. Alors, évidemment, l'étape d'évaluation et de diagnostic
est hyper importante. On va utiliser des critères de diagnostic et puis des outils variés. Moi, j'utilise assez régulièrement des questionnaires. Je vais vous en présenter un peu plus en détail juste après. On peut aussi s'attacher à regarder un petit peu les 5 C de l'addiction. Ça, c'est un petit système de repérage qui permet de retenir les principales manifestations de l'addiction et qui peut permettre de mettre déjà un petit pied dans la prise de conscience et dans la verbalisation de ce qu'on peut vivre. Donc, dans les 5 C de l'addiction, on va avoir la perte de contrôle qu'on va regarder avec la personne, l'envie irrépressible de consommer. L'activité compulsive, il n'est pas d'accord, et l'usage continu. Alors, si quelqu'un a un peu de gingembre, oui, là le micro est peut-être. peut-être. Donc j'en étais au 4e C qui est l'usage continu et donc tous ces comportements malgré le repérage des conséquences négatives. Donc ça c'est voilà, un petit système qui peut être utilisé vraiment par tout le monde. Dans les consultations que vous pouvez avoir avec les personnes que vous recevez, pour commencer à poser des mots. L'évaluation clinique, évidemment, elle va s'attacher aussi à regarder un peu les antécédents de la personne, notamment psychiatriques et addictos. L'historique des IST peuvent être des indices, les violences sexistes et sexuelles, les abus, les traumas et tout ce qui va être problématique familiale, relationnelle, et aussi quelque chose auquel on ne pense pas forcément, les problématiques légales et juridiques, qui peuvent donner aussi des indices sur ce qui se passe pour la personne. Les comorbidités, évidemment, sont un élément important qu'on va regarder pendant l'évaluation clinique. Maintenant, un des petits questionnaires dont je vous parlais tout à l'heure qui peut servir à identifier une problématique de dépendance, qui est le questionnaire Pathos. Alors lui, c'est un petit en 6 questions. 6 questions, je ne sais pas si vous les voyez de là. Enfin, vous aurez les slides, de toute façon, j'imagine. Je vais peut-être pas les lire une par une, ça va être un peu long, mais en tout cas, sur ces 6 questions, si la personne elle a un corps supérieur ou égal à 3, ça peut évoquer une addiction sexuelle. Donc ça peut aussi permettre de prendre conscience, comprendre, poser des mots, se rendre compte de la réalité de son comportement. Et c'est quelque chose qui peut être une bonne entrée en matière aussi. Sur la slide précédente, je mentionnais le questionnaire de Carnes aussi, qui peut être un bon outil d'identification et d'évaluation. Alors c'est un questionnaire qui est beaucoup plus grand puisqu'il y a 25 questions. Et moi je le trouve un petit peu plus compliqué à utiliser en entrée en matière parce que par exemple la première question ça va être avez-vous vécu des abus sexuels durant votre enfance? Ce qui, selon la relation que vous avez avec le patient ou la patiente et le moment de la prise en conscience de sa dépendance ou de sa problématique, peut ne pas être le bon moment pour utiliser ce questionnaire. Donc voilà, voir un petit peu aussi en fonction des personnes qu'on a, ce qu'on peut utiliser, parce que le timing de chaque personne dans la prise de conscience d'une dépendance sexuelle est vraiment aléatoire et varié. Donc, pour terminer, 2 petites dernières slides. Ça, c'est mes petits conseils beauté pour se rappeler des petits éléments importants avec lesquels on bosse quand même au quotidien. Évidemment, chaque parcours de soins est singulier et unique. Hyper important de respecter la temporalité et le rythme de chacune avec la notion d'étape. Donc, pourquoi pas avoir un agenda thérapeutique aussi, ça peut être assez intéressant. On le voit tous les jours avec Martin, les accompagnements sur la question de la dépendance sont vraiment très personnels et parfois ça prend beaucoup de temps pour arriver à prendre conscience, à sortir un petit peu du déni, à accepter qu'il peut y avoir une souffrance réelle et puis que cette souffrance du coup elle peut se soigner. Hyper important également d'avoir des approches combinées. Nous on croit beaucoup à la pluridisciplinarité dans la prise en charge de la dépendance du coup ça implique un peu la nécessité de connaître et de travailler son réseau pour pouvoir adresser et orienter au mieux les personnes. Un travail de fond est capital sur la compréhension de pourquoi est-ce qu'on souffre d'un comportement addictif. Ne pas seulement chercher à l'éviter, ça peut durer un certain temps, mais généralement ça annonce des rechutes du dit comportement si le travail de fond ne peut pas être mis en place. Et aussi, en tant que thérapeute,
soignants, valoriser chaque étape de la prise de conscience au fait de cerner le problème, de pouvoir commencer à travailler sur des petits outils comme la balance décisionnelle. Le travail sur le budget peut être aussi un point d'entrée quand on souffre de dépendance. Et puis tout ce qui va être fait autour de l'identification des déclencheurs, comment est-ce qu'on réagit face au craving, qu'est-ce qu'on en fait, et toutes les stratégies que la personne va pouvoir mettre en place au cours du travail thérapeutique. La prise en charge, elle peut être individuelle et médicale avec des antidépresseurs et d'autres traitements qui peuvent être tout à fait utiles et complémentaires d'une prise en charge psychothérapeutique avec de la TCC, des thérapies brèves ou plus longues, thérapie de couple également. On peut travailler vraiment sur les cadrages en psychothérapie aussi. La gestion des déclencheurs et du craving, ça j'en ai un petit peu parlé déjà. Important aussi, on le voit assez souvent, la prise en charge collective, pareil, elle n'est pas adaptée à tout le monde et ça ne peut pas se passer à n'importe quel moment de la prise en soins, mais quand c'est le bon moment, parfois les groupes de soutien, les groupes d'autosupport, l'aspect associatif, les narcotiques anonymes par exemple, ou les dépendants affectifs et sexuels anonymes sont des groupes précieux dont le soutien peut être vraiment un complément à tout l'ensemble de la prise en charge. La RDR et toutes les stratégies de prévention combinées également font partie de ce qu'on utilise dans la prise en charge de la dépendance sexuelle et le traitement des comorbidités, ce qui va être ma passe décisive à Martin. Martin. Ah oui. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, en fait, là, on a vu avec Claire la dépendance à la sexualité, on va l'appeler comme ça, même si on a vu que le vocabulaire était pas très défini et flou. Là, on va prendre un exemple de dépendance qui entoure la sexualité, de dépendance à un produit. L'idée, c'est que là, je vais vous parler du chemsex, qui est un problème, on va dire, surtout de société, on va dire, occidentale, avec des produits très spécifiques, soit de France, parce qu'on a une spécificité sur les produits, en tout cas des pays latins, soit d'Amérique du Nord. Mais l'idée, c'est que vous repériez là-dedans ce à quoi, y compris en Afrique, au Maghreb, vous êtes confrontés comme prise de produit en tant qu'agent qui répond à une fonction dans le cadre de la sexualité. Puisque quand on est dépendant à un produit, ça a toujours une fonction. Pas dépendant à un produit parce qu'on tombe dessus au coin de la rue et puis on se dit tiens génial, on verra la 3-MMC, je vais en consommer pour en consommer. Souvent on en consomme parce que ça répond à des problématiques qui sont plus importantes et qui justifient le travail de fond. Pareil que pour la dépendance à la sexualité. Donc là je vais vous parler du chemsex avec des produits spécifiques, mais à vous d'identifier dans votre patientèle les gens que vous voyez, quelqu'un qui consommerait de l'alcool avant la sexualité et ça répondrait peut-être au même but, la désinhibition, éventuellement le fait de faciliter la rencontre. On pourrait considérer que les mêmes causes entraînant les mêmes effets, on peut appliquer à peu près les mêmes méthodes thérapeutiques ou de prise en soin que pour le chemsex. Alors le chemsex, c'est la consommation de produits psychoactifs pendant ou autour du sexe. Ça c'est une définition un peu large dans l'acception qu'on prend du chemsex en France. En fait, c'est la consommation intentionnelle dans un objectif de sexualité. Je vais vous parler de deux produits. Ces deux produits, ils ont des effets sur la sexualité. C'est pour ça qu'ils sont consommés, c'est pour ça qu'ils se répandent dans la communauté des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, tout simplement parce que ils sont actifs sur la... Ah, bah avec moi, elle tombe, tu vois. Alors, c'est très décevant. Ils sont actifs dans l'acte même de sexualité ou dans la rencontre, d'accord? Donc ça pourrait être l'alcool. Je ne sais pas ce qu'il y a comme produit qui circule dans les pays de chacun. On verra qu'il y a les catinones qui sont des dérivés du cat. Le cat, c'est très consommé en Afrique de l'Est, en Éthiopie. Je ne sais pas si en Éthiopie, c'est consommé à des fins sexuelles. Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Mais voilà, identifiez un petit peu les produits qui circulent et voyez si vous y trouvez des points communs autour de la sexualité. Alors, si on parle du chemsex, on va parler de produits plutôt stimulants pour que les rapports durent longtemps. L'alcool dont on parlait tout à l'heure est plutôt pas un stimulant. C'est stimulant au début, mais après on s'endort. Donc ça favorise pas les rapports sexuels très très longs. Là, on est sur des drogues stimulantes qui vont être
pas tout le temps, mais souvent associé à du sexe en groupe, à de la sexualité hard, fist-fucking, BDSM, et sur des rapports sexuels qui vont s'étaler de quelques heures à plusieurs jours. Bon, il arrive qu'on ait des patients qui ont passé 48 ou 72 heures à enchaîner les plans cul, on va le dire comme ça, on va appeler un chat un chat. Voilà. Les drogues utilisées, alors, je vous ai mis un peu tout le panel, sachant que tout n'est pas utilisé de la même manière partout. En France, ça sera plutôt les catinones, donc des dérivés synthétiques du cat, et le GHB-GBL qui est initialement un nettoyant pour les jantes de voiture. Mais on voit qu'il y a aussi de la cocaïne qui est une drogue assez universelle et qui est pas trop utilisée dans le chemsex, mais ça peut. Méthamphétamine, Amérique du Nord. Et puis kétamine, c'est un anesthésiant, initialement vétérinaire, mais aussi utilisé en médecine humaine. Et là, on commence à avoir des petites utilisations avec des dangers pour les reins et le foie. Ce qui fait le succès d'une drogue, c'est quand elle est facilement accessible et qu'elle n'est pas trop chère. Donc typiquement, pourquoi l'alcool ça marche bien de manière assez répandue, alors sauf évidemment quand il y a un impératif religieux qui interdit la consommation d'alcool, c'est pas absolu, mais voilà, là où il n'y a pas d'impératif religieux, pourquoi ça marche bien? C'est que l'alcool, on peut en trouver partout, typiquement en France, et pour pas cher. Donc évidemment, c'est une des addictions les plus importantes en France. Sur le chemsex, ça concerne principalement des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Initialement, c'était plutôt des gens porteurs du VIH. Pourquoi? Parce que quand on est ce qu'on appelle perché, donc quand on est sous l'influence des produits, les pratiques de protection se relâchent et au moment où on n'avait pas encore les traitements du VIH, on avait des sous-groupes de patients porteurs du VIH qui, de toute façon, partant du principe qu'ils étaient déjà contaminés, ils ne prenaient pas grand risque à ne pas mettre de préservatif, y compris s'ils oubliaient parce qu'ils étaient un peu défoncés. Le profil avec la PrEP a changé. La PrEP a, on va dire, annihilé ou quasi le risque du VIH si elle est bien prise. Et donc, les pratiques qui auraient pu favoriser une baisse de protection, là, on a pu se les permettre. Donc, on a un petit changement de profil. Les modes de consommation, toujours important à interroger chez un patient dont vous soupçonnez qu'il a une dépendance à un produit, que ce soit autour de la sexualité ou en dehors de ce cadre. Il faut savoir comment il consomme parce que il y a des risques inhérents au mode de consommation. Donc, je vous ai mis volontairement le petit vocabulaire du chemsex. Donc, le sniff, c'est par le nez. Le slam, c'est en intraveineux. Le bump, c'est en intrarectal. Et le para, c'est avalé, ingéré dans un petit papier à cigarette. Les modes de consommation sont différents parce qu'on recherche des cinétiques d'effet des produits différentes. Le slam, c'est le plus rapide. Le slam, ça veut dire gifle. C'est pour montrer la puissance de la montée et de l'effet ressenti. Le sniff, le bump, le rectum, c'est très innervé, donc ça va plutôt vite. Le sniff aussi, avec tous les vaisseaux de la muqueuse nasale. Et le para, ça va donner des montées un petit peu plus longues à venir, donc des effets moins puissants, mais un peu plus longs. C'est très peu cher et je vous ai remis que c'était les HSA. Je sais pas, je vous ai remis le changement de profil. Je vous ai mis Grindr, on en parlait hier soir avec certains. Donc ça, c'est un Grindr au Royaume-Uni. C'est pour vous montrer que quand je vous disais que c'était accessible, en fait, c'est accessible y compris sur les applications de rencontres qui sont devenues des plateformes de revente des produits en package. Puisque là, vous avez de la méthamphétamine, le M, vous avez le GHB-GBL, le G, vous avez le Viagra parce que c'est des produits qui entraînent des troubles de l'érection. Donc pour les compenser, on prend des IPDE5. Vous avez les benzodiazépines pour dormir après parce qu'effectivement, quand on consomme des stimulants, on n'a pas envie de dormir. Et puis, ils étaient en avance sur leur temps. Vous avez la doxycycline. Alors là, c'était pour traiter une éventuelle infection sexuellement transmissible. Et vous voyez que, Grand Prince, la course est offerte. Donc, vous pouvez acheter des packages. Et ça, c'est ce qui fait tout le danger aussi de ça, c'est que c'est clé en main. C'est hyper facile. Et puis à côté, vous avez tout le petit vocabulaire emoji du chemsex. La fusée, c'est pour le décollage. La pilule, c'est pas pour dire je suis sous antibio, mais c'est plutôt pour dire je consomme des produits. Et la seringue, c'est pour je m'injecte. OK? Alors,
Juste pour très rapidement, en France, nous, dans le cadre du chemsex, les deux principales classes consommées, c'est l'écathinone, donc des dérivés synthétiques du cat qui étaient utilisés pour libérer la parole des conteurs en Afrique de l'Est. Je vous rassure, la 3-MMC, la 4-MEC, l'alpha-PVP, elles ont toutes des noms comme ça. Elles n'ont jamais vu une feuille de cat de leur vie. C'est fait dans des laboratoires. Et d'ailleurs, la disponibilité des produits dépend de quel laboratoire ferme, à quel moment, dans quel pays. Et on a des produits qui remplacent d'autres très rapidement. C'est synthétique, donc vous pouvez passer d'une molécule à l'autre hyper facilement, très rapidement. Et comme il y a un décalage de législation et une inertie de la législation, on a des produits qui restent autorisés dans certains pays pendant un certain temps. Qu'est-ce qu'on recherche? On cherche de l'euphorie, de la désinhibition, de l'augmentation de la sensualité entactogène, de l'augmentation de l'empathie pour l'autre. On se met à la place de l'autre, c'est empathogène. En fait, on est amoureux de tout le monde, on trouve tout le monde beau et on se trouve soi-même très beau. Donc ça répond à des problèmes d'estime de soi ou de vieillissement. Nous, on a des patients qui arrivent à la cinquantaine, qui sont moins bankable sur le marché du cul et qui soudainement se disent « mais si je prends des produits, je vais me trouver beau et puis si je fournis les produits à mon partenaire, par exemple, il va me trouver beau ». Donc c'est pratique. Ça répond à ça. La fonction, c'est je me trouve moins beau, je me trouve moins désirable. Avec les produits, je me trouve plus désirable. Et donc ma dépendance, elle compense cette baisse d'estime de soi. Le problème, c'est que ça peut donner des troubles psychocomportementaux assez graves, notamment avec des drogues puissantes comme l'alpha-PVP, attaques de panique, paranoïa, hallucinations, délire. Moi, j'ai un patient qui s'est jeté dans un canal après avoir slamé probablement de l'alpha-PVP. Il croyait qu'il était poursuivi par les renseignements généraux. Et donc, il s'est jeté dans le canal Saint-Martin à Paris. Il a fait 3 semaines de réanimation. Un terme que vous a introduit Claire, c'est le craving. Et ça, c'est un très bon indice pour tous les produits, y compris pour la sexualité. C'est l'envie irrépressible et irrésistible de consommer. Et pour les produits, c'est quand on n'a plus de produits dans le sang. Donc, j'ai consommé tout le week-end, je suis encore imprégné, 3-MMC, on va dire pendant 72 heures, 48-72 heures. Dès que j'ai plus de produits, je consomme. Il faut que je consomme et puis c'est irrésistible. Et souvent, c'est déclenché par ce qu'on appelle des triggers. Donc, je sais pas, moi j'ai des patients, leur trigger, c'est Paris. Donc, c'est quand même compliqué quand on vit dans une ville et que le trigger, c'est la ville. Ils sont en province, ils n'ont pas du tout envie de consommer. Ils arrivent à la gare. Premier truc qu'ils ont envie de faire, c'est consommer. On a des gens, avec Claire, à qui on conseille de déménager de Paris. Donc, c'est un peu radical, mais ils sont tellement en souffrance et ça leur déclenche tellement les envies de consommer que voilà. Donc, ça, c'est valable pour tous les produits. La clope, c'est pareil. Là, vous voyez, j'ai fumé il y a 1 heure. J'ai un peu envie de fumer là quand même. Et après la présentation, je vais aller m'en griller une parce que je pense que j'ai plus de nicotine dans le sang. Ben, ça, c'est du craving. Et c'est triggeré parce que je suis un peu stressé. Vous voyez, c'est ça le truc. Ça marche comme ça. Il faut l'identifier chez tous les patients. Quelqu'un qui vous dit « mais ça, je ne peux pas m'en empêcher », c'est vraiment irrésistible, ça me prend la tête, c'est qu'il a probablement une dépendance à un produit. Mais ça peut être du chocolat. Le chocolat, c'est très bien. Si on en bouffe 10 tablettes par jour, c'est pas hyper bon pour la santé. Le sucre peut entraîner des vraies dépendances. GHB, GBL, c'est un nettoyant pour jantes. Mais ça a des effets. Donc, c'est aussi utilisé en anesthésie. Et en fait, là, on trouve principalement du GBL actuellement. Ça s'achète en bidon sur Amazon. C'est le précurseur du GHB. Ça passe dans le sang, ça passe dans le foie. Le foie transforme le GBL en GHB. On a les effets. Alors là, c'est plutôt un peu, je dirais un effet un peu, je suis pompette. Donc, je suis un peu ivre, mais je suis pas complètement saoul, mais je suis dans cet état un peu de détente, un peu euphorique, voilà. Ça facilite la pénétration, ça facilite le contact avec l'autre. Le risque, c'est le coma qui s'appelle le J-Hall, parce que entre la marche thérapeutique, enfin la marche plaisir, on va dire, elle est à 0,1 millilitre près. Ça se prend, alors il faut noter les heures de prise, maximum 1 millilitre, toutes les 2 heures, il ne faut pas boire d'alcool. Si on prend 1,1 ou qu'on raccourcit le temps entre 2 prises, on peut faire un coma, qui est un coma rapide, qui dure très peu de temps, 4 à 6 heures. Mais sauf qu'on peut en mourir, il y a régulièrement des morts parce qu'en fait, les gens font les arrêts cardio-respiratoires puisque c'est un coma avec une dépression du système nerveux central. Alors les risques, évidemment, vous avez les risques d'overdose. Là, typiquement, le coma au GHB-GBL, c'est une overdose. Il y a des risques psychiatriques. Nous, on voit souvent les gens en descente le lundi qui sont passés par les urgences parce qu'ils ont fait une grosse crise d'angoisse et ils étaient tachycardes, ils ont tout le bilan cardio, ils n'ont rien. Mais voilà.
Quand on s'injecte, il y a des risques infectieux évidemment, des risques d'infection de la peau, d'abcès de la peau, d'endocardite quand on a une bactériémie, une greffe, notamment sur les valves du cœur droit. Et il faut le savoir, dans le chemsex, mais globalement on l'a fait nous dans le service, on a fait une petite étude, c'est avec tous les produits autour de la sexualité, nous il y avait tout, il y avait cannabis, alcool, ils augmentent tous le risque d'infection sexuellement transmissible. Pourquoi ? Ça s'entend. Si on a du multipartenariat, on augmente son risque. Si on a des rapports non protégés par le préservatif et sans PrEP, on augmente son risque. C'est assez logique. Mais tous les produits autour de la sexualité, pas que ceux-là, ils augmentent le risque. Donc quelqu'un qui va vous dire « moi je fume du cannabis parce que je suis tellement stressé par la rencontre », il augmente un peu son risque d'infection sexuellement transmissible. Évidemment, il y a des risques spécifiques qui sont l'hépatite C quand on s'injecte les produits. Évidemment, il y a un risque de violence, d'être violent et de subir des violences. Et ça, on le voit beaucoup dans le domaine du chemsex. Et d'ailleurs, des gens qui ne se rendent pas compte sur le coup que c'est de la violence. Et qui, le lendemain, ou quand on réinterroge ça, nous disent « non, mais en fait, là, j'étais pas d'accord, j'étais à moitié dans le coma et il y a des mecs qui ont continué à avoir des rapports sexuels avec moi. » C'est vraiment à interroger parce que ça peut être aussi un déterminant de « moi, je veux pas vivre ça ou faire vivre ça ». Donc, dans le côté thérapeutique, ça peut être intéressant de l'interroger. Et puis, ça peut être aussi la réponse de l'addiction, ça peut être la réponse à des violences sexuelles et des traumas vécus dans l'enfance. 1/3 des chemsexeurs ont été abusés sexuellement dans leur enfance. Dans une cohorte parisienne, mais on est probablement peut-être même un peu en dessous de la réalité, je pense. Les risques à moyen et à long terme, c'est plutôt la perte de contrôle des consommations avec tous les impacts sur tous les aspects de la vie. La vie financière, ça coûte cher, parce que ça a beau être à petit prix, si on consomme souvent, ça coûte cher pour tous les produits. La vie affective, la vie familiale, la vie professionnelle. Nous, on a des patients qui perdent leur emploi parce qu'à force de ne pas aller travailler le lundi et de ne pas forcément justifier leurs absences, ils se font virer ou leur contrat n'est pas renouvelé. Et ça, c'est vraiment des déterminants très importants de l'addiction. Une petite échelle qui reprend ces bienfaits et c'est une échelle assiste. L'échelle assiste, c'est pour regarder si dans toutes les addictions, vous avez besoin plutôt de ce qu'on appelle une intervention brève. Bonjour monsieur, bon là je pense quand même que votre consommation, il faudrait peut-être lever un peu le pied parce que regardez, vous avez fait 2 hépatites C et puis ça se passe pas bien avec votre mec. Ou c'est un score, au-dessus de 26, c'est plutôt, il faut adresser à un spécialiste. Donc ça, dans la pratique quotidienne, que ce soit en associatif ou au cabinet de psycho ou les cliniciens infectiologues comme moi, on fait le petit questionnaire. Et puis, s'ils ont un score au plafond, on dit bon là, on va peut-être pas y arriver, juste en disant attention, il y a des risques inhérents en faisant de la réduction des risques. Donc ça peut être un outil qui aide dans la pratique quotidienne et qui interroge à peu près tout ce dont on a parlé avant. Bon, évidemment, il faut que ce soit pluridisciplinaire, il faut être assez à l'aise et il faut connaître les produits dont on parle. Alors, je ne dis pas de les connaître en les ayant expérimentés, mais le problème du chemsex, c'est qu'au début, les patients arrivaient chez des addictologues qui leur disaient « la 3 quoi ? Ah non, je connais pas le produit, je connais pas la 3-MMC, je connais pas les catinones, donc je vais pas m'en occuper parce que je connais pas ». Donc évidemment, si on ne connaît pas, et il faut être à l'écoute des patients, ils nous déclarent des nouveaux produits assez régulièrement. Comme c'est synthétisé en continu et que les labos, dès qu'il y en a un qui est interdit, ils bidouillent un truc et il y a un nouveau produit, régulièrement ils nous parlent de nouveaux produits. Donc il faut noter, il faut se renseigner, voir si ça a déjà été décrit. Et ce qui est important parce que le but dans une addiction, c'est pas forcément le sevrage. Ça, c'est valable pour toutes les addictions. Ça, c'est de l'addicto des années 80. C'est plus, il faut s'arrêter parce que sinon vous allez mourir et la drogue c'est mal. Non, maintenant on s'adapte au désir du patient. C'est-à-dire que ça peut être une réduction de la consommation, ça peut être une modification des modes d'administration. Si on passe du SLAM, donc de l'injection au SNIF, nous déjà on est quand même un peu plus rassurés. Et donc ça, on fait ce qu'on appelle de la réduction des risques et des dommages. Un exemple de réduction des risques et des dommages qui va vous parler, c'est quand on distribue du matériel stérile pour les injections. Comme il est stérile, on limite le risque d'infection de la peau, on fait de la prévention en disant « faut pas échanger les seringues ». Voilà, ça c'est de la réduction des risques et des dommages. Et puis,
dans toutes vos structures, ce qui est important, alors nous, moi je vous ai mis évidemment, nous on a un pays avec des moyens, donc on a plein de papiers, de livrets, de machins, de trucs, mais chacun dans sa structure, il peut soit essayer de glaner autour de lui des assos qui s'occupent de ça, des addictions, et puis voir s'il y a des trucs qui sont faits autour de la sexualité, discuter avec eux, créer ses propres trucs, parce que vous voyez, les messages ils sont pas compliqués, hein, grosso modo, c'est consulter si vous n'arrivez pas à vous arrêter, si ça a des conséquences, et puis essayer d'avoir du matériel, mais ça évidemment je me rends bien compte que c'est pas accessible dans tous les pays. Mais voilà, même ne serait-ce qu'une petite ressource documentaire, ça peut être utile. Et pour finir, on aime bien mettre cette diapo avec Claire, c'est des références, c'est très chemsex. Cela dit,